Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Sadio Morel-Kanté, journaliste et préfacière, Luc Banmek, stratégiste des investissements, et Monsieur Nazer Nkongolo Chimpaka vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat indépendant aux élections législatives en République démocratique du Congo. Donc avec vous, on va largement débattre, décrypter l'actualité dans votre pays. On passe tout de suite justement à notre deuxième débat. Après 2 ans de report et de tension, la campagne électorale en vue des élections s'est ouverte ce 22 novembre en République démocratique du Congo. Cette campagne doit prendre fin le 21 décembre à minuit, soit 2 jours avant les élections. 3 scrutins en une seule séquence, la présidentielle, législative et les provinciales. Des élections à haut risque, notamment la présidentielle dans laquelle 21 candidats sont en lice, dont Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du pouvoir et dont le programme est présenté depuis quelques jours maintenant, programme qui se chiffre à 86 milliards de dollars sur 5 ans. C'est un reportage de notre correspondant à RDC, Jacques Amboka. Gagner le pari du développement et de la dignité du Congolais, c'est le projet des sociétés d'Emmanuel Ramazani Shadari, dont la candidature est soutenue par le Front commun pour le Congo. Basé sur 4 axes, avec comme priorité la restauration de l'autorité de l'État, le dauphin du président Joseph Kabila a présenté son programme ce lundi 19 novembre à Kinshasa. Ces axes fixent le cadre pour cheminer de manière adéquate vers l'émergence 2020, puis vers les statuts de pays développés 2030. 86 milliards de dollars pour 5 ans, c'est le budget que propose Emmanuel Ramazani Shadari. Un budget 3 fois plus que celui du dernier mandat du président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo, avec toutes ses richesses, dispose de tout, selon Emmanuel Ramazani Shadari, pour un budget conséquent. Le vrai défi qui se dresse devant nous n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais plutôt, le défi c'est plutôt celui de notre capacité à créer des richesses, à les mobiliser et à les protéger contre les coulages. Le candidat du FCC à la présidentielle du 23 décembre espère, s'il est élu, améliorer la gouvernance publique et la construction d'une économie diversifiée et compétitive. Dans un pays où les chômages bas sont pleins, il promet d'ici 2020 la création de 100 000 emplois. Ce programme sera présenté tout au long de la campagne électorale qui débute le 22 novembre. Alors, si cette élection a lieu, elle devrait aboutir à la victoire d'Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin du président Joseph Kabila et candidat du Front commun pour le Congo. Ça, c'est le scénario le plus probable envisagé par les analystes et observateurs de la vie politique de la République démocratique du Congo. Nazer Nkongolo Chimpaka, l'architecture de cette élection donne clairement les avantages à M. Shadari. Disons que si on observe l'actualité telle qu'elle s'est passée récemment, c'est ce qu'on est enclin à croire. Mais il me semble que l'opposition semble réunie autour d'un candidat commun, enfin une partie de l'opposition, parce qu'il y a eu 2 désistements. On ne sait pas, on va voir ce que ça va donner, parce que les deux poids lourds de l'opposition semblent décidés à mettre tous les moyens à disposition de M. Fayoulou. Sadio Morel-Kanté. Alors, je crois que dire que Shadari va gagner n'est pas de l'utopie du tout, hein, par rapport à ce que nous avons, l'effritement qu'il y a eu, l'opposition qui n'a pas pu se réunir pour mettre de côté cette machine à voter dont aucun citoyen RDC n'a le contrôle et n'a la compréhension. C'est tout nouveau. Il y a eu des expériences qui ont abouti en disant qu'il y aura plusieurs temps à mettre pour voter. Et imaginez-vous, il y a 80 millions de RDC, 40 millions d'électeurs potentiels. Et ce qui va donner l'avantage surtout à Kabila de rester pendant longtemps. Les résultats en RDC sont proclamés 1 mois après. Entre les recours et ceci et cela pour se réentendre, ça peut prendre 6 mois.
Donc un long temps d'incertitude. Un long temps d'incertitude va s'installer. Et alors que, pour revenir à l'opposition, il y avait là une réelle occasion de se mettre ensemble autour de Fayoulou, qui est le plus diplômé, qui a la légitimité, parce qu'il était avec les populations, marchait avec eux. À chaque occasion, il était avec eux. Et il a été battu, hein, oui, ça c'est vrai. Pratiquement à mort. Et il a le sérieux et la légitimité d'un bon candidat, même s'il n'a pas la popularité de Jean-Pierre Bemba, même s'il n'a pas la notoriété acquise par héritage de Tshisekedi, hein, parce qu'il y a une dévolution notariale de notoriété qu'a acquis Tshisekedi que n'a pas eu Fayoulou, mais il est connu, il est sérieux, et c'est une bête politique qui ne se cachait pas derrière les manifestants, mais se mettait avec eux devant, il en a reçu. Et je crois qu'il y a de bonnes raisons, oui, de dire que Chadari, qui a des sanctions, Chadari, qui a la corruption, c'est lui, son nom est lié à la corruption, tant sur l'argent que sur beaucoup de choses. Donc l'influence qu'il a aujourd'hui, c'est que les peuples se disent généralement le parti au pouvoir, le président sortant ou le candidat, le défunt du candidat sortant a les avantages de gagner. Donc beaucoup se mobilisent autour de ce dernier. Mais bon, il faut quand même voir peut-être que la machine sera finalement quelque chose d'effectif et de réellement digital qui pourra permettre un basculement peut-être. Luc Benlek. Oui, nous, ce qu'on analyse dans les salons, c'est qu'on s'est dit que les Africains se copient entre eux. Il y a deux méthodes aujourd'hui qu'on utilise en Afrique. Il y a la méthode Poutine et la méthode Paul Biya. En fait, la méthode Poutine, c'est-à-dire laisse Medvedev prendre le pouvoir pendant 5 ans, après il revient après. Moi, je pense que Kabila peut-être a pensé à ce type de méthode, c'est-à-dire M. Chadari, mais peut-être il reviendra, puisque Kabila c'est un jeune, hein, il peut revenir dans 5-10 ans. C'est la méthode Poutine. Et la méthode Paul Biya, c'est-à-dire que bon, on revoit la Constitution, bon, on déstabilise l'opposition qui ne peut pas s'organiser. Et donc ça peut être les deux en même temps. Exactement, c'est combiné. C'est la méthode que nous avons appelée dans nos analyses la méthode poutine-biaïste. C'est-à-dire c'est une méthode de déstabiliser l'opposition et revenir peut-être 5 ans plus tard ou carrément garder le pouvoir. Et la méthode de ramener l'élection à un tour. Donc voilà, Kabila, bon, c'est sûr que c'est Chadari qui va gagner, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors la campagne, c'est donc, en tout cas pour la présidentielle, c'est ouverte ce 22 novembre et beaucoup de partis se disent exsangues après le paiement des frais de candidature qui ont connu une hausse vertigineuse cette année depuis le processus électoral de 2006. Vous qui êtes candidat, comment vous vous préparez à cette campagne? Est-ce que vous estimez que les moyens d'accès à cette campagne sont équitables? À toute proportion gardée. Je parle des meetings, par exemple, ou encore l'accès aux médias. Je trouve que l'accès aux médias est beaucoup plus facilité qu'auparavant. Ce n'est pas que je défends un camp ou un autre, mais il y a, à l'époque de Mobutu, on n'avait pas accès aussi facilement aux médias que sous Kabila. Hein? Donc, voilà. Mais ceci dit, que je trouve que l'opposition n'a pas les mêmes facilités que ceux qui sont au pouvoir, et c'est une chose que je déplore. Qu'est-ce que vous rencontrez, vous, dans votre quotidien? À titre personnel, donc je parle que de ce que je connais, de ce que je vis. À titre personnel, je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Il faut aussi reconnaître quand même que le Congo, actuel, est un des pays où beaucoup de gens se permettent de dire beaucoup de mal de ceux qui sont sur place, de Kabila notamment, sans que celui-ci n'ait à réprimander ses détracteurs comme ce fut le cas auparavant. Alors on a quand même eu des manifestations qui ont été réprimées. Mais moi des fois je me pose quand même certaines questions. Un policier qui se retrouve dans une situation, alors, madame Sadio Morel n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Vous ne m'avez pas laissé terminer, mais allez-y. Non, allez-y. Alors, poursuivez, monsieur Chimpaka. Non, moi, ce que j'allais dire, vous savez, on critique facilement.
Je pense que dans une manifestation, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une... Des fois, un policier... ce sont des êtres humains, vous savez. Ces policiers qu'on a, qui se retrouvent des fois dans une situation telle que... Bon, mais les manifestants aussi sont des êtres humains. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que je déplore, c'est... récemment, il y a eu un étudiant qui a été abattu, 1 ou 2, dans un campus, tout ça. Je ne comprends pas comment un policier, dans une situation pareille, peut avoir... Enfin, on met à leur disposition des balles réelles. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas, je n'étais pas là pour que je prenne parti pour un camp ou pour un autre. Non, j'essaie de rester neutre. Je ne suis pas d'accord que ce genre d'événement ait lieu, mais bon... c'est très compliqué, hein. C'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Sadio Morel-Kanté. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Les situations sont rendues complexes justement et à dessein parce que des fois on les provoque aussi. Hein. C'est inexplicable. Des fois on les provoque. Je comprends déjà votre ligne. Allez-y. Mais c'est inexplicable déjà qu'une armée vienne réellement armée. Oui, je suis d'accord. C'est ce que je viens de dire. Oui, voilà. D'autant plus que les étudiants. Vous avez vu que là, tout dernièrement, à Béni, les manifestants, il y en a au moins 3 qui ont été tués. Oui. Il y a près d'1 an, c'est un camarade de Lucha qui a été tué, brûlé dans sa maison. Il n'y avait même pas de manifestation, on est venu brûler sa maison. Je condamne tout ça, madame. Et à chaque fois, il y a des blessés, des morts dans la répression des manifestants. Alors que, on a vu tout dernièrement, au Mali, pour une manifestation interdite, il y a des gaz lacrymogènes à foison qui sont là pour arrêter ce qu'ils appellent les manifestations interdites pour raison d'état d'urgence, alors que après, le fils du président avait quand même organisé une manifestation pour soutenir la victoire de son père. Celle-ci n'a pas été interdite. Et là, ce sont des policiers qui avaient opprimé les opposants qui vont manifester et qui seront peut-être reprimés par les gendarmes. Mais il n'y aura pas d'armes à balles réelles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire les populations qui sortent en RDC, c'est qui? C'est les enfants de toi, de moi, de n'importe qui n'ont pas d'armes chez eux, qui a priori peuvent avoir juste des cailloux ou des bâtons pour dire non, on en a marre. Donc je ne peux pas comprendre que puisse être justifiée une représentant sanglante ou macabre. Non, je ne le justifie pas, madame. Ah, monsieur, quand on vous écoute, on a suivi carrément que vous tentiez d'expliquer que de part et d'autre, il peut y avoir des exactions. Ce que je dis, c'est qu'il est incompréhensible, en effet, qu'un policier aille, en réprimandant quelqu'un, soit armé, dispose des balles réelles. Non, je suis tout à fait d'accord que ça ne va pas, mais seulement, je me mets... Ce sont des gens que je fréquente de temps en temps. J'ai un frère qui est policier des fois, on communique, il nous explique ce qu'ils vivent des fois. Quand vous vous retrouvez avec 100 jeunes qui vous jettent, je sais pas, des cailloux, des pneus, vous faites quoi, madame? L'instinct de survie. C'est la formation. C'est la formation vous en faites quoi, madame? Du militaire qui doit agir, sa déontologie, son éthique, sa capacité. Mais ça, ici, je suis nous envoyons, hein, vous avez vu les gilets jaunes hier jusqu'à dans le palais de l'Élysée. Il n'y aura pas de mort. Je suis d'accord avec vous. Il n'y aura pas de mort. Pourtant, ils sont violents. Mais il y a des fois des bavures, hein, madame. Hein. Oui, ici aussi, il y a des bavures. n'a rien à voir de macabre ou de sanglant. Oui, mais... Il y a une différence. Hein. Moi, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. La défense des peuples est primordiale pour tout démocrate. Je suis d'accord avec vous. Oui, moi, j'aimerais parler un peu du programme de M. Chadari, parce que c'est très intéressant. 86 milliards de dollars sur 5 ans. Oui, et ça révèle un peu l'état de la situation du Congo. C'est-à-dire, il dit qu'il veut restaurer l'autorité de l'État, il veut l'amélioration de la gouvernance publique. Donc, restaurer l'autorité de l'État, cela veut dire que l'État ne contrôle pas tout le pays. Ça veut dire que le gouvernement ne contrôle pas tout le pays. Et on le sait depuis longtemps que le gouvernement congolais ne contrôle pas tout le pays. Donc, il y a un problème de la forme de l'État. Est-ce que l'État actuel peut continuer ainsi, ou il faut revoir la forme de l'État? Donc, il faut, à ce sujet, ils reconnaissent indirectement qu'il y a un problème du contrôle du pays.
Donc, il y a ce problème-là. Effectivement, il y a le problème de la gouvernance. Et ce problème de la gouvernance, cela veut dire qu'ils reconnaissent indirectement qu'elle n'a pas été bonne depuis 2001, puisque M. Kabila est là depuis 2001. Donc, moi, je pense que ce programme, utilisé très bien à bon escient par les opposants, vous pouvez démontrer que, bon, ils n'ont pas pu faire pendant au moins 15 ans ce qu'ils devaient faire, et que, bon, vous pouvez l'améliorer. Évidemment, comment vous allez l'améliorer? Il faut le dire maintenant aux Congolais. Nazer Nkongolo Timpak, alors la RDC c'est une instabilité surtout dans le nord et le sud Kivu, notamment dans la ville de Beni, une grande instabilité qui pose directement la question du dispositif sécuritaire durant ces élections. Comment acheminer ces machines à voter aux quatre coins du pays dans ces zones où la logistique donc va être extrêmement compliquée. Alors là, plus généralement, c'est la question de savoir si tous les Congolais pourront voter le 23 décembre, notamment aux élections législatives dont vous êtes candidat. C'est la grande question que je me pose, que je me posais. Il y a eu quand même un grand nombre de gens qui ne croyaient même pas que les élections allaient avoir lieu. Pour ma part, à titre personnel, je ne voudrais plus qu'on vive cette situation 2 ans dans l'incertitude. Franchement, pour moi, il faut que les élections aient lieu, qu'il n'y ait aucun report sous aucun prétexte. Pourquoi? S'il y a un report, le président actuel reste en place. Je ne suis pas certain qu'il y aura, on a tendance à dire qu'on va faire une transition sans Kabila. Je ne pense pas. Que ça risque de prolonger l'instabilité. Donc, ça va prolonger il y aura toujours de l'instabilité et ça devient invivable. Il y a des gens qui ont des projets, par exemple, dont je fais partie. Je ne suis pas un homme politique, en fait. Moi, j'ai besoin de... lorsque vous êtes politicien dans un pays comme le nôtre, vous avez beaucoup plus facile à faire passer certains projets beaucoup plus facilement. J'ai connu un cas il y a près de 10 ans où j'avais un chouette projet qui n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que il fallait graisser la pâte, il fallait. Donc voilà. Moi, je compte utiliser la politique pour faire passer certains projets économiques qui sera profitable, en toute sincérité, à moi, bien évidemment, mais à beaucoup de gens, à plusieurs milliers de jeunes gens qui sont désœuvrés et qui sont dans une souffrance absolue. Alors, on va peut-être pouvoir continuer d'en parler juste après cette courte pause et on se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite.